Je demande à la presse de bien vouloir quitter la salle d'audience. La personne mise en examen, M. Ieng Sary, veuillez vous lever. Et vous présenter à la barre. L'audience d'aujourd'hui est consacrée au prononcé de la décision de la Chambre préliminaire. Et nous allons donner lecture d'un résumé de la décision relative à l'appel interjeté par Ieng Sary contre l'ordonnance de placement en détention provisoire. Le texte complet de cette décision sera publié sur le site web des CTC après l'audience. Décision relative à l'appel interjeté par Ieng Sary contre l'ordonnance de placement en détention provisoire. Dans cette décision, la Chambre préliminaire fait référence aux documents déposés dans le cadre du présent appel, ainsi qu'au débat en audience des 30 juin 1er, 2 et 3 juillet 2008. La Chambre préliminaire a conclu que l'appel était recevable. La nature de l'appel. Dans son examen de l'ordonnance de placement en détention provisoire, la Chambre préliminaire, tout en s'inspirant des décisions qu'elle a précédemment rendues dans le cadre d'autres dossiers et en prenant en compte les conclusions soumises par les parties telles qu'énoncées dans le rapport d'examen, la Chambre préliminaire donc tranchera les questions suivantes. Petite A. Les co-juges d'instruction ont-ils dûment exercé leur pouvoir discrétionnaire en appliquant les dispositions de la règle 63.3 du règlement intérieur? Petit B. Existe-t-il des faits suffisants pour ordonner le placement en détention provisoire du mis en examen en application de la règle 63.3? Petit C. Est-ce que les circonstances prévalentes à l'époque et qui ont justifié de rendre l'ordonnance existent encore aujourd'hui? Et petit D. Y a-t-il eu lieu d'envisager une hospitalisation de la personne mise en examen comme solution de remplacement à sa détention? Les co-juges d'instruction ont-ils donc dûment exercé leur pouvoir discrétionnaire en appliquant les dispositions de la règle 63.3 du règlement intérieur? Base juridique. Le premier point que la Chambre préliminaire doit trancher est celle de savoir si les co-juges d'instruction étaient compétents pour examiner la question de la déclaration de culpabilité
prononcé antérieurement contre la personne mise en examen et le décret royal le concernant. Les co-juges d'instruction ont déjà traité ce point dans l'ordonnance qu'ils ont rendue concernant la détention provisoire. Et je cite: Avant de statuer sur la mise en détention provisoire de Ieng Sary, il convient de rappeler la situation particulière de l'intéressé qui soulève une difficulté spécifique sur laquelle les co-juges d'instruction ayant l'obligation d'instruire à charge et à décharge doivent se prononcer. En effet, par jugement du tribunal populaire révolutionnaire de Phnom Penh en date du 19 août 1979, Ieng Sary était condamné par contumace à la peine de mort et à la confiscation de ses biens pour crime de génocide. Apparemment, ce jugement est définitif en droit cambodgien. Par la suite, en vertu d'un décret royal du 14 septembre 1996, Ieng Sary a bénéficié d'une grâce pour cette condamnation et d'une amnistie au regard de la loi du 14 juillet 1994 relative à la mise hors la loi de la clique du Kampuchea démocratique. Cette situation soulève plusieurs questions de fond. Tout d'abord, les présentes poursuites devant les CETC se heurtent-elles à l'autorité de la chose jugée? En application du principe général de droit pénal non bis in idem. Ensuite, à supposer que la réponse à cette première question soit négative, et que les co-juges d'instruction soient bien compétents pour statuer sur le champ d'application du décret royal de 1996, la grâce et l'amnistie octroyées à Ieng Sary sont opposables aux poursuites devant les CETC. Ces questions seront examinées successivement. Fin de citation. L'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. L'article 9.4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Compte tenu de ces droits, la Chambre préliminaire conclut que la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'une ordonnance de placement en détention est illégale si l'on peut prévoir quelques circonstances que ce soit qui rendraient manifestement impossible une déclaration de culpabilité devant la Chambre de première instance.
Les co-juges d'instruction ont donc eu raison de s'attarder sur les aspects spécifiques à cette affaire. Dans son examen de l'appel, la chambre préliminaire adoptera une démarche similaire. À cet égard, la chambre préliminaire note que les arguments présentés par les parties dans le cadre du présent appel n'entraînent pas pour ces parties renonciation au droit de revenir sur ces questions à un stade ultérieur de la procédure. Conformément aux règles 74, paragraphe 3, alinéa 1 et 89, paragraphe 1er du règlement. De l'effet. Le 15 juillet 1979 a été promulgué le décret-loi numéro 1 contenant notamment les dispositions suivantes. Le Conseil populaire révolutionnaire du Kampuchea décide, article 1er, le tribunal populaire révolutionnaire siégeant à Phnom Penh est institué pour juger les actes de génocide commis par la clique Pol Pot et Ieng Sary, à savoir massacre planifié de groupes d'habitants innocents, expulsion des habitants des centres urbains et des villages pour ensuite les concentrer et les contraindre aux travaux forcés dans des conditions devant entraîner leur destruction physique et mentale, destruction de la religion, destruction des structures politiques, culturelles et sociales et des rapports familiaux et sociaux. Fin de citation. Il ressort du jugement rendu par le tribunal populaire révolutionnaire que Pol Pot et Ieng Sary ont été poursuivis en vertu d'un acte d'accusation en date du 15 août 1979. Il ressort aussi que le tribunal a siégé du 15 au 19 août 1979 dans le cadre de ce procès. En août 1979, le tribunal populaire révolutionnaire a rendu son verdict, dont des extraits suivent. Je cite, considérant que les accusés Pol Pot et Ieng Sary ont commis tous les actes de génocide tels qu'ils sont réglementés dans le décret-loi numéro 1 du 15 juillet 1979. Considérant la responsabilité pénale qui incombe à chaque accusé, Ieng Sary, en tant que membre permanent du bureau politique de Langkaw et vice-premier ministre responsable des relations avec l'étranger, était une personne qui détenait de très hautes fonctions avec des pouvoirs réels et il participait avec Pol Pot à la direction commune. Il était l'architecte de la collusion établie avec les réactionnaires pékinois et autres réactionnaires internationaux.
Il est le défenseur devant les instances internationales des actes de génocide commis par la clique Pol Pot Ieng Sary. C'est Ieng Sary qui a donné l'ordre de rappeler les intellectuels et les étudiants qui étaient à l'étranger. C'est Ieng Sary qui doit être pleinement tenu, principalement tenu pour responsable de l'extermination des intellectuels et des étudiants qui étaient au Kampuchea ou qui y furent rappelés. Le tribunal populaire révolutionnaire siégeant à Phnom Penh décide que les accusés Pol Pot, alias Salotsar et Ieng Sary sont coupables du crime de génocide. 2. Que les accusés Pol Pot, alias Salotsar et Ieng Sary sont condamnés par contumace à la peine de mort. 3. Que tous les biens de Pol Pot et de Ieng Sary seront confisqués. Fin de citation. Le 14 septembre 1996 a été proclamé le décret royal numéro NS RKT 0996/72 qui se lit comme suit. Nous, Priyabat Norodom Sihanouk Warma, roi du Cambodge. Proclamons par la présente. Article 1er. Une amnistie dans le texte en anglais en faveur de M. Ieng Sary, anciennement vice-premier ministre chargé des affaires étrangères dans le gouvernement du Kampuchea démocratique, pour la peine de mort et la confiscation de tous ses biens ordonné par le tribunal populaire révolutionnaire de Phnom Penh le 19 août 1979, et une amnistie pour les poursuites dont il serait passible en vertu de la loi mettant hors la loi la faction du Kampuchea démocratique promulguée par le Rietskram numéro 1 NS 94 en date du 14 juillet 1994. Article 2. Le présent décret prend effet à la date de sa signature. Article 3. Le Conseil des ministres, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice appliquent pleinement le présent décret. Fin de citation. Le 6 juin 2003, l'Organisation des Nations Unies et le gouvernement royal cambodgien ont signé un accord concernant la poursuite, conformément au droit cambodgien, des auteurs des crimes commis pendant la période du Kampuchea démocratique, dont l'article 11, paragraphe 2, se lit comme suit. Je cite, « Cette disposition est fondée sur une déclaration du gouvernement royal cambodgien, selon laquelle, jusqu'à présent, relativement aux affaires relevant de la loi subventionnée,
Il n'y a eu qu'un seul cas, en date du 14 septembre 1996, où il a été fait grâce à un individu reconnu coupable en 1979 du crime de génocide. L'Organisation des Nations Unies et le gouvernement royal cambodgien conviennent qu'il appartient aux chambres extraordinaires de décider de l'étendue de cette grâce. Fin de citation. Le 27 octobre 2004 a été promulguée la loi relative à la création de chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens pour la poursuite des crimes commis durant la période du Kampuchea démocratique. En abrégé, la loi relative au CETC. Son article 40 nouveau dispose ceci. Le champ d'application des amnisties ou grâces qui ont pu être accordées avant l'entrée en vigueur de la présente loi relève de la compétence des chambres extraordinaires. Fin de citation. Argument des parties. Premièrement, concernant le principe non bis in idem. La défense fait valoir que conformément au principe non bis in idem, les poursuites intentées en 1979 contre la personne mise en examen par le tribunal populaire révolutionnaire et le verdict de culpabilité qu'il a rendu font que l'intéressé ne peut pas être poursuivi devant les CETC. La défense soutient que le principe non bis in idem s'applique, rendant les poursuites impossibles lorsqu'une personne a déjà été jugée pour les mêmes actes, et elle soutient que cela vaut pour la personne mise en examen en espèces, car les faits reprochés à l'intéressé dans l'acte d'accusation de 1979 recouvrent tous les crimes allégués dans le réquisitoire introductif. Cette affirmation trouve sa confirmation, selon la défense, dans l'article 12 du Code de procédure pénale cambodgienne du 5 juin 2007. Les coprocureurs relèvent que le principe non bis in idem a pour objet d'empêcher qu'une personne ne subisse deux fois pour les mêmes faits l'épreuve que représente un procès et une éventuelle sanction. Et soutiennent que cela ne s'applique pas en l'espèce, étant donné que les poursuites intentées contre Ieng Sary en 1979 n'ont entraîné pour lui aucune sanction effective et aucun désagrément. Les coprocureurs soutiennent en outre que pour que le principe non bis in idem s'applique, il aurait fallu que le premier procès soit mené de manière indépendante et impartiale, en conformité avec les normes internationalement reconnues afférentes à un procès équitable.
Or, le procès de 1979 n'était pas conforme à ces normes. Et le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'applique donc pas. À titre subsidiaire, les coprocureurs soutiennent que la pratique observée au niveau international, consistant à retenir un cumul de qualifications, et la jurisprudence existant en la matière ne porte pas forcément atteinte au principe non bis in idem. Dans le cadre de cette pratique, le cumul de qualifications à raison d'un même comportement et le cumul de déclarations de culpabilité qui en découlent sont autorisés, pour autant que chacun des crimes distincts énoncés dans l'acte d'accusation et visant le même comportement, pour être retenu, exige d'apporter la preuve de l'existence d'un élément constitutif que n'exigent pas les autres. Il faut aussi que chacun des crimes distincts serve des intérêts différents. Les coprocureurs affirment que tout risque d'injustice résultant du cumul des déclarations de culpabilité peut être pris en compte au moment de déterminer la peine. Les avocats des parties civiles appuient les arguments des coprocureurs. Ils notent que l'article 12 du Code de procédure pénale traite certes de l'autorité de la chose jugée, mais ne dit rien sur ce qui fait qu'un jugement est valide. Au vu de cette apparente lacune du droit cambodgien, les avocats des parties civiles renvoient à l'article 33 de la loi relative au CETC, en vertu duquel c'est le droit international qui s'applique quand le droit cambodgien est muet sur un point ou n'est pas compatible avec les normes internationales. Il faut donc s'en référer au droit international pour déterminer si un jugement est valide. Les avocats des parties civiles soutiennent que le procès conduit par le tribunal populaire révolutionnaire ayant été marqué par des atteintes graves aux droits de l'accusé, Ieng Sary ne peut se prévaloir de la condamnation déjà prononcée en 1979 pour invoquer le principe de l'autorité de la chose jugée. Deuxièmement, le décret royal. La défense relève que la loi de 1994 couvre les actes commis. La défense soutient plutôt que la loi de 1994 couvre les actes commis de 1975 à 1979 et que le décret royal s'applique à tous ces actes. Elle soutient aussi qu'il ressort clairement du préambule de la loi que celle-ci porte sur tous les actes et crimes relevant de la compétence des chambres extraordinaires.
Il s'ensuit que les chambres extraordinaires ne seraient pas compétentes pour poursuivre Ieng Sary sur la base de ces crimes. Les coprocureurs soutiennent pour leur part que la personne mise en examen a bénéficié d'une immunité de poursuite qu'au regard des infractions visées dans la loi de 1994 et que la question fondamentale à trancher est donc celle de savoir quelle est la portée de ces infractions. À en croire les coprocureurs, les seules infractions pour lesquelles Ieng Sary aurait pu être poursuivi sont celles visées aux articles 4 et 9 de la loi. À titre subsidiaire, les coprocureurs soutiennent que, même si le décret royal avait pour objet d'empêcher de nouvelles poursuites, le droit international n'autorise pas pareille mesure, car le crime de génocide est une norme impérative ou jus cogens. Les avocats des parties civiles soutiennent que le décret royal est invalidé par le fait qu'en droit cambodgien, il ne peut y avoir d'amnistie que quand la peine a été purgée pour moitié. De plus, le décret royal ne peut avoir d'effet que pour autant que la sanction imposée en 1979 soit elle-même valide, comme il est expliqué plus haut. Les avocats des parties civiles arguent que tel n'est pas le cas. Quatre considérations. Concernant le principe de non bis in idem. Le principe non bis in idem veut qu'un tribunal ne peut pas ouvrir de poursuite contre quelqu'un pour un crime qui aurait déjà fait l'objet d'une procédure pénale et pour lequel la personne intéressée aurait déjà été soit condamnée, soit acquittée. Ce principe de l'autorité de la chose jugée, qui trouve son origine dans le droit romano-germanique, recoupe la notion de double jeopardy, fréquemment invoquée en common law. Il a été interprété comme voulant dire que l'accusé ne peut pas être jugé deux fois pour le même crime. Le règlement intérieur des CETC ne contient aucune disposition spécifique régissant ce principe de l'autorité de la chose jugée. Les parties ne sont pas d'accord sur la question de savoir si le tribunal doit se laisser guider par le droit cambodgien ou se référer aussi aux règles de droit international. La Chambre préliminaire note que le principe est défini différemment en droit cambodgien et au niveau international, notamment pour ce qui est de déterminer s'il s'agit ou non d'un même crime. En droit cambodgien,
personne ne peut pas être poursuivie deux fois pour les mêmes faits. Citation. Et quant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, il interdit de poursuivre à nouveau une personne pour une même infraction. À la lumière des différentes interprétations du principe de l'autorité de la chose jugée, la chambre préliminaire va examiner ci-après la question de savoir si le procès et le verdict de culpabilité de 1979 rendent manifestement impossible une nouvelle déclaration de culpabilité. Il ressort des décrets loi numéro 1 et 2 et du jugement rendu par le tribunal populaire révolutionnaire que la personne mise en examen a été jugée et condamnée pour crime de génocide. Puisqu'aujourd'hui Ieng Sary n'est pas mise en examen pour crime de génocide, la chambre préliminaire conclut que les poursuites actuellement en cours peuvent concerner des infractions différentes. La chambre préliminaire constate que même si elle suffit à informer la personne mise en examen des chefs d'accusation qui pèsent sur elle, la qualification juridique des faits retenue par les co-juges d'instruction est trop vague pour que la Chambre puisse se prononcer sur la question de savoir si les poursuites actuelles concernent ces mêmes actes que ceux sur lesquels reposaient les chefs d'accusation en 1979. Pour ces raisons, après avoir appliqué le principe non bis in idem des diverses manières suggérées par les parties, la Chambre préliminaire ne conclut pas à ce stade de la procédure que le procès et le verdict de culpabilité de 1979 rendraient impossible une déclaration de culpabilité devant les chambres extraordinaires. Il se peut que ces points deviennent plus clairs au moment de la délivrance de l'ordonnance de clôture concernant la personne mise en examen, étape à laquelle on connaîtra de manière précise les faits reprochés à la personne mise en examen. Au vu de cette conclusion, la Chambre préliminaire n'examinera pas la question de savoir si le procès de 1979 devait satisfaire à des normes minimales pour que le principe de l'autorité de la chose jugée s'applique. Le décret royal. La Chambre préliminaire constate que ce que les rédacteurs du décret royal NS RKT 0996/72 ont voulu entendre par le mot traduit dans le texte anglais par amnesty ne peut se déduire de l'analyse grammaticale du texte. À cet égard, la Chambre note que le mot utilisé l'est
de manière inconstante. À la première phrase de l'article 1 du décret royal, ce terme vise la peine, tandis que la deuxième partie du même article, il vise d'éventuelles poursuites. Ces deux mesures mentionnées dans le décret royal ne concordent pas avec l'article 27 de la Constitution cambodgienne de 1993. De plus, la Chambre préliminaire note qu'à l'époque de la proclamation du décret royal, la peine capitale avait déjà été abolie par l'article 32 de la Constitution. À la lumière de ces incertitudes entourant l'amnistie, entre guillemets, accordée dans le cadre de la peine liée à la condamnation pour génocide, la Chambre préliminaire émet des doutes quant à la validité de celle-ci. Elle conclut qu'il ne ressort pas à l'évidence de cette partie du décret royal qu'il rend impossible une déclaration de culpabilité pour crime de génocide devant les CETC. S'agissant de l'incohérence qu'elle constate dans l'utilisation du mot amnistie, la Chambre préliminaire conclut que la deuxième mesure visée dans le décret royal peut être interprétée comme suit: la personne en examen ne fera pas l'objet de poursuites pour ce qui est de la peine prononcée ou d'infraction ou Richtschram numéro 1 NS 94 en date du 15 juillet 1994. C'est sous cet angle que la Chambre se penchera sur la question, car cette explication du texte est la plus favorable à la personne mise en examen. S'appuyant sur cette interprétation, la Chambre préliminaire examinera ci-après les conséquences possibles de cette partie du décret royal. Cette partie du décret royal traitant de l'amnistie se limite dans sa portée aux poursuites qui pourraient être intentées en vertu de la loi relative à la mise sur la loi de la faction du Kampuchea démocratique promulguée par le Richtschram numéro 1 NS 94 en date du 14 juillet 1994. Les infractions énoncées dans cette loi ne sont pas de la compétence des CETC. La Chambre préliminaire conclut donc que ce volet de l'amnistie octroyée ne peut être considéré comme ayant pour éventuelle conséquence que les CETC seront dans l'impossibilité de prononcer une déclaration de culpabilité. Il n'est donc pas manifeste que le décret rende une condamnation devant les CETC impossible. Au vu de ces conclusions, la Chambre préliminaire n'examinera pas plus avant les arguments des parties concernant la validité du décret royal. La Chambre préliminaire a exposé en détail les raisons pour lesquelles les questions relatives au principe non bis in idem et les effets possibles du décret royal ne rendent pas manifestement impossible une déclaration de culpabilité à l'encontre de la personne mise en examen devant les CETC.
Elle conclut par conséquent que les co-juges d'instruction pouvaient user de leur pouvoir discrétionnaire en l'espèce et ordonner le placement en détention provisoire. Deuxième question, existe-t-il des faits suffisants pour fonder la conclusion tirée en application de la règle 63, paragraphe 3 du règlement intérieur? La Chambre préliminaire estime que toute autorité doit justifier ses actes en motivant les décisions qu'elle rend. Dans leur ordonnance de placement en détention provisoire, les co-juges d'instruction ont indiqué leur position par rapport aux conditions prescrites par la règle 63, paragraphe 3, en faisant référence aux éléments du dossier en général, ainsi qu'à d'autres circonstances. La Chambre préliminaire estime que les co-juges d'instruction ne sont pas tenus d'émettre un avis sur tous les facteurs, étant donné que l'obligation de motivation qui leur incombe les contraint seulement à énoncer les motifs de droit et de fait qu'ils ont pris en compte avant de trancher la question en litige. Examen des conditions prescrites par la règle 63.3 du règlement. La règle 63.3 du règlement se lit comme suit. Les co-juges d'instruction ne peuvent ordonner la détention provisoire de la personne mise en examen que si les conditions suivantes sont réunies. Petit a, il existe des raisons plausibles de croire que la personne a commis le ou les crimes énoncés dans les réquisitoires introductifs ou supplétifs. Et petit b, les co-juges d'instruction considèrent que la mise en détention provisoire est nécessaire pour, petit romain 1, éviter que la personne mise en examen exerce une pression sur les témoins ou les victimes, ou prévenir toute concertation entre la personne mise en examen et les complices des crimes relevant de la compétence des CETC. Petit romain 2, conserver les preuves ou éviter leur destruction. Petit romain 3, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice. Petit romain 4, protéger la sécurité de la personne mise en examen. Ou petit romain 5, préserver l'ordre public. Dans son examen de l'appel, la Chambre préliminaire procède à sa propre analyse des questions soulevées en appliquant le critère énoncé à la règle 63, paragraphe 3 du règlement intérieur. En vue de déterminer si les conditions requises pour ordonner la mise en détention provisoire, telles que définies par la règle 63, paragraphe 3, sont bien réunies, la Chambre préliminaire a pris en compte les conclusions écrites des parties les arguments qu'elles ont présentés oralement, les éléments de preuve qu'elles ont fait valoir, ainsi que l'ensemble du dossier tel qu'instruit par les co-juges d'instruction jusqu'à la date de l'audience.
Petit a, il existe des raisons plausibles de croire que la personne mise en examen a commis le ou les crimes énoncés dans le réquisitoire introductif. Règle 63.3, petit a du règlement. Avant de déterminer s'il a été satisfait aux conditions prévues par la règle 63.3 petit b du règlement, la Chambre préliminaire va trancher la question de savoir s'il existe bien des raisons plausibles de croire que la personne mise en examen a commis le ou les crimes énoncés dans le réquisitoire introductif. Pour vérifier s'il y a bien lieu de conclure à l'existence de pareilles raisons plausibles, la Chambre préliminaire entreprend de déterminer s'il existe des faits ou des informations de nature à convaincre un observateur raisonnable que la personne mise en examen peut avoir commis les faits reprochés. En application de l'article 29 de la loi relative au CETC, par, je cite, avoir commis, fin de citation, il faut entendre, et je cite, voir sa responsabilité pénale individuelle engagée pour, fin de citation, en incluant à cette forme de responsabilité les modes de participation que sont planifier, inciter, ordonner de commettre, aider et encourager à commettre ou commettre, ainsi que la responsabilité du supérieur hiérarchique. Dans leur ordonnance, les co-juges d'instruction ont conclu qu'il existait des raisons plausibles de croire que la personne mise en examen avait commis les crimes suivants. Ce dont il a reçu notification lors de sa première comparution. Et je cite, qui crime contre l'humanité, à savoir meurtre, extermination, emprisonnement, persécution et autres actes inhumains, et violation grave des conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir homicide intentionnel, fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé, fait de priver intentionnellement des prisonniers de guerre ou des civils de leur droit à un procès équitable, déportation ou transfert illégal ou détention illégale de civils. Infraction définie et réprimée par les articles 5, 6, 29 nouveaux et 39 nouveaux de la loi sur la création des chambres extraordinaires en date du 27 octobre 2004. Pour avoir, sur tout le territoire du Cambodge, entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979, en ses qualités de ministre des Affaires étrangères exerçant une autorité et un contrôle effectif sur le ministère et les organes qui en dépendaient, et en sa qualité de membre des comités central et permanents du Parti communiste du Kampuchea, incité à ordonner, omis d'empêcher et de punir, ou autrement été complice de la commission des crimes submentionnés.
en dirigeant, encourageant, mettant en œuvre ou en apportant toute autre forme d'assistance à la politique et aux pratiques du Parti communiste du Kampuchea, caractérisée par le meurtre, l'extermination, l'emprisonnement, la persécution pour motifs politiques ou d'autres actes inhumains tels que des transferts forcés de population, la réduction en esclavage ou le travail forcé. Dans le cadre d'une attaque systématique ou généralisée dirigée contre une population civile, étant précisé que durant toute ou partie de la période du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979, le Kampuchea démocratique et la République socialiste du Vietnam étaient en situation de conflit armé international. Fin de citation. Étant donné que les faits criminels sur lesquels se sont fondés les co-juges d'instruction pour ordonner le placement en détention provisoire de la personne mise en examen ont une portée plus restreinte que ceux mentionnés dans le réquisitoire introductif, la Chambre préliminaire examine l'ordonnance sous l'angle de cette portée limitée. La Chambre préliminaire estime qu'il existe des raisons plausibles de croire que les crimes spécifiques pour lesquels la personne mise en examen est sous le coup d'une instruction ont été commis dans le cadre d'une attaque systématique ou généralisée dirigée contre une population civile pour des motifs discriminatoires et ou dans le contexte d'un conflit armé international. Par conséquent, dans son examen, la Chambre préliminaire se contente de déterminer si l'intéressé peut avoir commis les crimes qui lui sont reprochés en tant que personne individuellement responsable de ces crimes, conformément à la disposition pertinente de l'article 29 de la loi relative au CETC. La Chambre préliminaire conclut également dans sa décision qu'il existe des raisons plausibles de croire que la personne mise en examen peut avoir commis les crimes submentionnés. Après avoir examiné plus avant les éléments de preuve versés au dossier, la Chambre préliminaire conclut que les conditions prescrites au point petit romain 3, petit romain 4 et petit romain 5 de la règle 63, paragraphe 3, ligne B du règlement intérieur, pour pouvoir ordonner une mise en détention provisoire sont remplies, ainsi qu'elle en dispose dans le texte intégral de sa décision. Y a-t-il lieu d'envisager une hospitalisation de la personne mise en examen comme solution de remplacement à sa détention? La défense fait valoir que son appel ne vise pas à obtenir la mise en liberté de son client, mais à trouver une solution de remplacement à sa détention. Elle soutient que cette solution de remplacement se justifie au vu de l'état de santé actuel de la personne mise en examen. Selon ses avocats, l'intéressé devrait tout d'abord être transféré dans un hôpital et ensuite être assigné à résidence une fois que son état se sera amélioré. La Chambre préliminaire relève que le règlement intérieur ne prévoit pas spécifiquement de solution de remplacement au placement en détention.
La règle 65, paragraphe 1er, prévoit toutefois qu'une personne mise en examen peut, au lieu d'être mise en détention, être placée sous contrôle judiciaire, sur ordonnance des co-juges d'instruction, moyennant le respect de toute obligation nécessaire pour garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice et pour garantir la protection des tiers. La Chambre préliminaire interprète donc la demande d'une solution de remplacement à la détention telle que soumise par la défense comme une demande de mise en liberté assortie du respect des obligations liées à une hospitalisation ou à une assignation à résidence. La Chambre préliminaire conclut qu'en l'espèce, dans les exigences de la règle 63, paragraphe 3, alinéa E, que les trois conditions prescrites par la règle 63, paragraphe 3, alinéa petit b, ont été remplies. Et ce, alors qu'il aurait suffi qu'il ne soit satisfait qu'à une seule d'entre elles pour justifier le placement en détention provisoire de la personne mise en examen. Cela signifie que la mise en détention provisoire est une mesure nécessaire pour à la fois garantir la sécurité de la personne mise en examen, garantir le maintien de l'intéressé à disposition de la justice et préserver l'ordre public. Dans ces circonstances, la Chambre préliminaire considère que la personne mise en examen ne peut être mise en liberté sous contrôle judiciaire, étant donné qu'aucune des formes de contrôle proposées par l'intéressé ne l'emporte sur la nécessité de le maintenir en détention provisoire. Même si la personne mise en examen devait être hospitalisée ou assignée à résidence, le risque qu'il soit porté atteinte à sa sécurité resterait élevé. En effet, ce dernier serait quand même tenu de comparaître à différentes reprises devant les CETC et il serait d'ailleurs très difficile d'assurer sa sécurité pendant les transports entre l'hôpital ou sa résidence et les chambres extraordinaires lorsqu'il aurait à se présenter devant les juges dans le cadre d'une audience publique. Aucun élément ne tente à démontrer que la personne mise en examen doit être immédiatement hospitalisée à long terme. Par ailleurs, le centre de détention des CETC dispose des équipements nécessaires pour lui apporter l'assistance médicale dont il aurait besoin. Par ces motifs, la Chambre préliminaire décide à l'unanimité que 1. L'appel est recevable quant à sa forme. 2. Les co-juges d'instruction ont exercé leur pouvoir discrétionnaire à bon escient pour ordonner le placement en détention de la personne mise en examen. 3. La mise en détention provisoire continue d'être une mesure nécessaire au vu des raisons énoncées ci-dessus. 4. L'ordonnance des co-juges d'instruction est confirmée et les motifs formulés dans la présente décision sont substitués aux motifs des co-juges d'instruction. 5. La demande d'hospitalisation de la personne mise en examen en tant que mesure de remplacement à sa détention est rejetée. 6. L'appel est rejeté. En application de la règle 77, paragraphe 13 du règlement intérieur, la présente décision n'est pas susceptible d'appel. Rendu en audience publique par la Chambre préliminaire en la présence de la personne mise en examen et de son co-avocat cambodgien. J'invite les gardes de sécurité à accompagner la personne mise en examen à sa cellule.
up, Mecca? Case closed.